Bonjour tout le monde, bienvenue à Psychologie évolutionniste PSF 470. On continue dans les concepts fondamentaux et l'historique. Donc j'espère qu'à date, vous avez une compréhension qui commence à bien s'établir dans votre tête de la valeur de la théorie de la sélection naturelle et sexuelle de Darwin, son importance, son fonctionnement, ses différents mécanismes et de l'argument pourquoi on devrait, en anglais, why we should give a damn, pas pour dire ça en bon français. Donc, pourquoi est-ce que ça devrait être important en psychologie? Okay? Je vous ai amené jusqu'à un point où on a vu donc ce que Darwin avait à nous dire au niveau sélection naturelle, sélection sexuelle, puis on a vu certaines critiques de Darwin comme quoi on ne pouvait pas imaginer, c'était dur d'imaginer des formes partielles d'adaptation, c'était difficile aussi de comprendre comment Darwin réfléchissait à l'hérédité, il semblait avoir une genre de vision de l'hérédité qui était mélangée, et ainsi de suite. Okay? L'histoire veut que, malgré ces objections, la théorie de Darwin a maintenu la route et qu'au fil du temps, il y ait des changements qui ont été faits, mais ce n'est pas des changements dans l'esprit de la théorie elle-même, dans les fondements de la théorie, c'est plutôt des détails qui viennent expliquer certains trucs, qui viennent rajouter certains trucs. Et c'est entre autres ce dont je veux parler maintenant. OK? À partir d'un certain moment, ça serait dur pour moi de dire la date, mais je pense que c'est à partir des années 60, on est passé de ce qu'on appelle de la théorie darwinienne, okay, ou de l'évolution par sélection naturelle, à ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution, ou en anglais, the modern synthesis. Et le modern synthesis, c'est en fait qu'on a pris la théorie de l'évolution de Darwin, de sélection naturelle et sélection sexuelle, et qu'on a rajouté des trucs qu'on comprend mieux aujourd'hui. Et ça a donné cette nouvelle synthèse, cette nouvelle théorie synthétique de l'évolution, qui, dans l'esprit, est exactement ce que Darwin avait dit, juste qu'on a rajouté des petits détails, puis on a modifié des petits trucs, parce que, avec l'accumulation des connaissances. Okay? Un de ces détails, c'est, vous vous souviendrez que Darwin ne connaissait pas la nature réelle du mécanisme de l'hérédité. Souvenez-vous de sa vision de l'hérédité par mélange, ce qu'il aurait appelé blended inheritance, okay? Comme quoi les enfants obtenaient la moitié des caractéristiques de leurs parents, puis la moitié des caractéristiques... on prenait toutes les caractéristiques des parents ensemble, puis on les mélangeait, puis ça donnait des caractéristiques, dans le même sens où on mélange des couleurs, où on peut mélanger des... disons, les couleurs, c'est vraiment le meilleur exemple, là. Et évidemment, on sait aujourd'hui que l'hérédité ne fonctionne pas du tout comme ça. Si on était dans un cours de génétique, on pourrait faire une longue présentation là-dessus. Moi, je vais juste vous en parler très rapidement. Vous savez peut-être que c'est les travaux, entre autres, de certains individus, dont entre autres un moine autrichien appelé Gregor Mendel, qui a fait des études avec des croisements en différents genres de plantes et tout ça, incluant des plantes à pois, qui a montré que l'hérédité était particulière et non mélangée. C'est-à-dire que les caractéristiques des parents ne sont pas mélangées les unes avec les autres comme des couleurs, mais sont plutôt transmises intactes à leur progéniture en paquets distincts qu'on appelle des gènes. Okay? Et Gregor Mendel a découvert ça avec plusieurs autres, un peu au même moment, il y avait plusieurs expériences qui arrivaient, mais dans l'histoire de Gregor Mendel, c'est qu'il faisait entre autres un petit peu la légende, c'est que il travaillait avec des plantes qui produisaient des pois, okay? Et il avait remarqué que, par exemple, ces pois il y avait des plantes qui avaient dans la même espèce de plantes qui produisaient les mêmes pois, là, il y avait de la variation. Il y en avait qui produisaient des pois lisses, et il y en avait d'autres qui produisaient des pois ridulés, ou certains plus ridulés, et ainsi de suite.
Et ce que Gregor Mendel en fait a fait, une des nombreuses expériences qu'il a fait, c'est d'essayer de croiser, okay, donc de polliniser une plante qui donne des pois résulés avec une plante qui donne des pois lisses. Souvenez-vous, c'est la même espèce, mais c'est juste des variations dans la même espèce. Okay? Et si la théorie de l'hérédité mélangée était bonne, ce que ça devrait donner, c'est que ce croisement-là devrait donner une plante qui éventuellement donnerait des pois à moitié rédulés. Or, ce qu'il a trouvé, c'est que ça ne donnait pas le cas, c'est que ça donnait uniquement des plantes avec qui donnaient des pois lisses. Okay? Ce qui suggérait que la caractéristique lisse s'était passée de manière particulière en un paquet et il n'y avait pas eu de transmission de la caractéristique rédulée. Okay? Alors, ce qui nous a fait comprendre au bout d'un moment que c'est une bien meilleure façon, lorsqu'on réfléchit à l'hérédité, de réfléchir en tant que petit paquet distincts d'informations qu'on appelle des gènes, okay? Qui codent pour certaines caractéristiques, la couleur de cheveux et ainsi de suite. Là. Évidemment, détrompez-vous de penser que la couleur de cheveux, il y a un gène pour ça, la couleur des yeux, il y a un gène pour ça. La réalité, c'est que quelque chose de simple que la couleur des yeux, il y a des centaines de gènes qui travaillent ensemble et qui font quelque chose pour d'autres choses dans le corps aussi. C'est rudement compliqué. Mais la logique, c'est que c'est pas de l'hérédité mélangée. Okay? Et ça, c'était un énorme ajout à la théorie de Darwin, parce que Darwin ne savait rien dire là-dessus. Darwin lui disait, ben, ça se passe à la prochaine génération, mais on ne savait pas comment, pourquoi, par quel mécanisme, et maintenant on comprenait ça un petit peu mieux. Okay? Cette théorie-là, pas cette théorie, mais ces travaux-là, nous ont permis aussi de comprendre que les parents doivent naître avec les gènes qu'ils transmettent. Les gènes ne peuvent pas être acquis par expérience. Je ne peux pas, par expérience, acquérir des gènes que je vais par la suite transmettre à mes enfants. Ça ressemble drôlement à la théorie de Lamarck, hein, où est-ce que les parents travaillent fort pour survivre, puis là, c'est un fluide qui augmente quelque chose, qui augmente tel genre de muscle ou de structure de leur corps, puis là, ils passent cette augmentation-là à leurs petits, tu sais. Les gènes ne peuvent pas être acquis par expérience. Toutefois, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on est revenu un peu là-dessus, puis on s'est dit, oui, les gènes ne peuvent pas être acquis par expérience, mais l'expérience de vie peut faire en sorte que certains gènes s'activent qui n'auraient pas été activés autrement. Et lorsque ces gènes-là sont activés, on peut, lorsqu'on a des enfants, on peut passer le fait que ces gènes-là sont activés à nos enfants. Donc, nos expériences peuvent quand même avoir un impact génétique sur nos enfants, mais de manière beaucoup plus subtile là, que ce qui aurait été présupposé si on pensait que les gens pouvaient acquérir des gènes avec l'expérience. Okay? Donc ça, c'est la première chose à comprendre qui est arrivée dans la synthèse moderne. C'est une meilleure compréhension de la génétique. Et dans ce cours-ci, on va faire zéro génétique, là, mais c'est juste de savoir que dans la synthèse moderne, on a une meilleure idée de la génétique et de ses règles et de ses mécanismes. Cette meilleure compréhension nous permet aujourd'hui d'ailleurs de faire des distinctions entre certains concepts et d'avoir des concepts qu'avant, dans le temps de Darwin, n'auraient pas existé. Okay? Comme par exemple le concept du gène. Okay? Le gène, c'est évidemment la plus petite unité discrète héritée par une progéniture. Okay? Répétons ça, donc la plus petite unité discrète héritée par une progéniture. Alors, si vous avez un enfant, la plus petite unité d'une caractéristique que vous lui passez. Okay? Discrète, ça veut dire que c'est pas comme une quantité, puis là, ça peut se mélanger. C'est un gène. Okay? Et elle est passée de manière intacte, ça veut dire sans être brisée, sans être mélangée. Okay? Ça, c'était la contribution principale de Mendel, d'ailleurs, de nous faire comprendre le principe du gène. Okay? À différencier du génotype, si vous avez déjà entendu parler de génotype, un génotype, votre génotype, c'est l'ensemble de vos gènes, l'ensemble des gènes d'un individu. Okay? Donc, il faut comprendre que les génotypes, contrairement aux gènes, les génotypes ne sont pas transmis à la progéniture de manière intacte. Si vous transmettiez votre génotype complète à votre progéniture serait d'une certaine manière votre clone génétique.
OK? Et c'est ça qui est un peu le problème avec le mot reproduction, quand on dit qu'il y a eu reproduction. Vraiment, les êtres humains et les animaux en général ne se reproduisent pas par reproduction. De la reproduction, c'est comme du clonage quasiment. Tu sais, je me reproduis moi-même. C'est dommage qu'on utilise ce mot-là, mais en tout cas, on ne passe pas notre génotype au complet à notre progéniture. Au contraire, dans les espèces qui se reproduisent sexuellement, qui est la vaste majorité des espèces, mais comme la nôtre, et ça, vous prenez peut-être ça pour acquis, mais il y a certaines espèces, certaines formes de vie sur Terre qui se reproduisent de manière non sexuelle. Okay? Mais la reproduction sexuelle existe depuis, je crois, des milliards d'années, et certainement tous les animaux qui nous intéressent sur Terre, incluant nous-mêmes, se reproduisent sexuellement. Dans la reproduction sexuelle, ce qui arrive, c'est que les génotypes des parents sont désassemblés à chaque génération. Et on hérite d'une moitié aléatoire de gènes du génotype du parent mâle et d'une autre moitié aléatoire des gènes du génotype du parent femelle. Et ça donne un mélange qui donne un nouvel individu, dans le fond. Okay? Donc, il y a une différence entre gène et génotype. Et encore une fois, ce qui a été compris dans la synthèse, théorie synthétique ou la synthèse moderne, on peut dire, c'est que les gènes que nous héritons de chaque parent sont transmis comme paquets discrets, sans modification. C'est pas comme un mélange où les choses se mélangent entre eux comme deux peintures ou deux couleurs, par exemple. Aussi, il faut distinguer entre un génotype et un phénotype. Vous avez peut-être entendu ce mot-là, phénotype. Écoutez, la distinction est relativement simple, mais il faut la connaître. C'est que, alors que le génotype, c'est l'ensemble de vos gènes, le phénotype, c'est l'ensemble des caractéristiques apparentes d'un individu. L'ensemble de vos caractéristiques apparentes, ça veut dire des choses qu'on peut voir à l'extérieur. Parce qu'on ne peut pas voir vos gènes. Ben, on peut avec de la technologie, mais si je vous regarde, vous, là, je ne peux pas voir vos gènes. Mais ce que je peux voir, c'est votre phénotype, au moins en partie. Il y a peut-être des choses trop petites, là, mais je peux voir beaucoup de choses dans vos phénotypes, de votre phénotype. L'ensemble des caractéristiques apparentes d'un individu, votre couleur de yeux, votre taille, est-ce que vous avez des ailes ou non? Évidemment, si vous êtes Homo sapiens, vous n'avez pas, mais si vous êtes oiseau, vous n'avez. Le type de fourrure ou de genre de pilosité ou de cheveux que vous avez. Est-ce que vous avez des grandes mains ou des petites mains? Êtes-vous quelqu'un qui a tendance à accumuler du gras dans certaines régions de votre corps ou dans d'autres régions de votre corps? Avez-vous certaines structures ou non? Tout ça, c'est des phénotypes, l'ensemble des caractéristiques apparentes d'un individu. Évidemment, le phénotype est complètement relié au génotype. Mais le phénotype n'est pas uniquement le génotype. C'est pas comme si le génotype, c'est les gènes qui donnent le phénotype directement comme ça 100% du temps. En fait, le phénotype, ce que c'est le produit de l'interaction entre le génotype, donc vos gènes, et l'environnement. Okay? C'est pour ça que ça fait jamais de sens, et ça n'a jamais fait de sens, et ça ne fera jamais de sens à ma compréhension des choses, de demander si une caractéristique quelconque est génétique. La réponse est toujours oui, il y a une composante génétique, biologique. Tout, absolument tout de vous a une composante génétique, biologique. Tout. Des choses, de vos caractéristiques physiques à vos caractéristiques psychologiques, tout a une composante génétique. Tout. Mais rien n'est le produit de gènes uniquement. OK? C'est important à comprendre. Tout a une composante génétique, mais rien n'est le produit uniquement de cette composante. Parce que le phénotype, ce qu'on peut voir, puis en passant, on peut parler de phénotype au niveau psychologique aussi. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a tendance à vous fâcher facilement? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a tendance à avoir tel genre de réaction, tendance à aimer telle chose, tendance à désirer telle chose plutôt que telle autre chose, OK? Ça aussi, ce sont des phénotypes au niveau comportemental, au niveau psychologique, au niveau mental, au niveau cognitif. Parfois plus dur à observer que des trucs comme la couleur des yeux, évidemment. Okay? Mais c'est toujours le produit du génotype et de l'environnement. Vous êtes, d'une certaine manière, ce que vous êtes, c'est le genre de nexus, le milieu, le produit, un genre de truc qui émerge de l'interaction entre les gènes et l'environnement. Vous êtes une interaction. C'est ce que nous sommes, dans le fond. Okay? C'est ce que tout animal est, c'est ce que tout phénotype est. Okay? Donc,
L'unification de la théorie darwinienne et de l'hérédité particulière de Mendel, qu'on appelle l'hérédité particulière mendélienne, a donné naissance à la synthèse moderne ou la théorie synthétique de l'évolution. Okay? Et nous a permis de mieux comprendre des trucs comme de distinguer des trucs entre gènes, génotype, phénotype, le rôle de l'environnement versus le rôle des gènes, etc. Okay? Et avec le temps, cette nouvelle synthèse moderne-là nous a permis d'identifier et de rejeter certaines fausses interprétations, certaines idées fausses, et de définitivement fermer la porte sur certaines erreurs qui restaient encore un petit peu en biologie, y compris la théorie de Lamarck. On s'est dit au bout d'un moment, OK, maintenant qu'on comprend comment fonctionne l'hérédité, l'histoire de Lamarck est impossible. Fait qu'on ferme la porte là-dessus. Sauf que, comme je vous dis, dernièrement, on a commencé à comprendre que oui, l'histoire de Lamarck est complètement impossible, mais certaines expériences de votre vie peuvent faire en sorte que certains de vos gènes vont s'activer et vous pourriez passer ces gènes activés-là plutôt que non activés à vos enfants. Donc, votre expérience à vous peut avoir un impact sur les gènes de vos enfants plus tard. C'est possible, OK? Mais c'est certainement pas l'idée de Lamarck comme Lamarck l'aurait dit, là. Et l'idée aussi de théorie de l'hérédité par mélange, donc complètement rejetée dans la synthèse moderne. Donc ça, c'est une chose à propos de la synthèse moderne, de la façon dont on comprend l'évolution aujourd'hui, c'est qu'on comprend vraiment bien, non, c'est faux, vraiment mieux, parce qu'il y a encore énormément de mystères, mais vraiment mieux l'aspect génétique, l'aspect d'hérédité, et il y a toutes sortes d'idées, de concepts qui restait du fait qu'on comprenait peu ça et que finalement on a pu éliminer en disant ok, là on ferme officiellement la porte sur telle idée, telle idée, telle idée, parce qu'on comprend beaucoup mieux aujourd'hui dans notre synthèse moderne comment la théorie darwinienne fit avec l'hérédité particulière mendélienne. Mais une autre chose qui est venue graduellement avec la théorie synthétique de l'évolution, avec cette nouvelle version, avec ce qu'on pourrait appeler théorie darwinienne 2.0, disons, là, tu sais, ce nouveau update-là de la théorie, dans laquelle on est encore aujourd'hui, là. Une des choses que ça a ramené, qui était important pour Darwin, c'était que l'évolution, ça devrait aussi être, les théories de l'évolution, comme la théorie darwinienne, devraient être capables d'expliquer le comportement. Okay? Ça fait partie de la synthèse moderne, ça, de dire, on comprend beaucoup mieux aujourd'hui la sélection naturelle et sexuelle en relation avec l'hérédité particulière, les gènes et tout ça, super bon. Mais deux, cette théorie-là ne devrait pas uniquement expliquer des choses physiques, des structures physiques du corps uniquement. Ça ne devrait pas juste être expliqué pourquoi tel oiseau a tel genre d'aile alors que telle autre espèce d'oiseau a tel autre genre d'aile, puis ainsi de suite. Ça devrait aussi être possible d'expliquer des choses plus complexes, comme par exemple le comportement. Ce que Darwin avait comme intuition, lui, quand il a tout d'abord émis sa théorie de d'évolution par sélection naturelle et sexuelle. Son but, c'était d'expliquer tout, incluant les comportements. Okay? Donc, pour certaines personnes, et ça, je vous dirais que ça fait partie de la synthèse moderne, mais c'est encore très présent aujourd'hui, que même en biologie, certaines personnes, certains biologistes, trouve beaucoup plus facile à comprendre qu'on pourrait appliquer la théorie de l'évolution à des structures physiques et corporelles. Okay? Oui, évidemment, on peut facilement voir comment la carapace d'une tortue serait une adaptation qui aurait évolué au fil du temps et qui aujourd'hui permettrait la protection. Okay? Souvenez-vous, on ne dirait pas qu'elle a évolué afin d'un jour permettre la protection, mais elle aurait évolué parce qu'elle permettait de protection et elle permettait aux tortues qui avaient des bouts de carapace ou des petites carapaces qui devenaient ou des éléments de carapace, si on veut, de se reproduire plus. Okay. Il est facile de comprendre comment les ailes des oiseaux sont une adaptation pour le vol, par exemple. Okay. Mais il est beaucoup plus difficile, et même pour plusieurs biologistes, même si ça s'en vient de plus en plus normal, il reste quand même que c'est difficile de croire que les êtres humains, que ça pourrait s'adapter au comportement. Okay? Qu'on pourrait utiliser l'évolution pour expliquer
nos comportements actuels. Okay? On trouve relativement facile de croire que les êtres humains, les chimpanzés, ont un ancêtre en commun, qui est ni humain ni chimpanzé. On a la paléontologie qui étudie toute une série de crânes et qui est bien incomplet, qui montre suffisamment de preuves qu'il y a eu une évolution physique graduelle au niveau des structures du corps. Mais vraiment, ce qui est encore compliqué pour les gens à comprendre, et l'argument qu'on fait dans le cours ici, tout au long de la session, c'est que l'évolution s'applique aussi au comportement. Les comportements, ce n'est pas une structure physique. Okay? Mais ça a toujours été plus difficile à imaginer pour les scientifiques ainsi que le grand public. Ce qui fait que vous allez avoir plusieurs scientifiques aujourd'hui qui vont être très sceptiques à l'idée de choses comme la psychologie évolutionniste. Okay? Et c'est correct qu'ils le soient. C'est correct qu'ils le soient parce que c'est important que les gens soient critiques, sceptiques. Ça permet à une science d'avancer plus vite parce que tu dois faire face à plus de défis. Tu sais? Mais donc, c'est ça. Dans la mode synthèse moderne, il y a cette idée que, techniquement, ça devrait être capable de s'appliquer au comportement, ou du moins à certaines formes de comportement, cette idée de sélection naturelle, et de sélection sexuelle, et d'hérédité, et de génotype, et de phénotype, et ainsi de suite. Un des problèmes qu'on a à comprendre comment l'évolution pourrait s'appliquer pour expliquer nos comportements d'aujourd'hui, c'est que les comportements ne se fossilisent pas. Des squelettes, des corps, des organismes physiques, ça se fossilise. Et on peut retrouver des restants de crâne, des restants de fossiles, et des trucs comme ça, et on peut voir les différences entre une espèce il y a 300 000 ans et une espèce aujourd'hui. Puis dire, regarde comment l'espèce a évolué. C'est pourtant la même, techniquement, c'était la même espèce, mais aujourd'hui, elle est tellement différente que ça rentre sous une espèce différente. Mais il y a un lien entre les deux, puis il y a une évolution, regarde ça. On ne peut pas faire ça pour le comportement. À moins qu'on ait une machine à retourner dans le temps, on ne peut pas aller voir le comportement des gens il y a 500 000 ans. OK? Ou de nos ancêtres il y a 2 millions d'années, par exemple. Okay? C'est impossible. Les comportements ne se fossilisent pas. En fait, je devrais être plus spécifique que ça. C'est pas exactement vrai ce que j'ai dit. C'est que les comportements ne se fossilisent pas, du moins pas directement. Mais il y a des traces de comportements qui sont laissées dans des registres physiques. Il y a des exceptions, comme par exemple des crânes et des squelettes avec des traumatismes infligés par l'humain. Okay? On voit ici un crâne avec un traumatisme qui est fort probablement infligé par l'humain. On peut généralement savoir ça en essayant de faire un match entre le traumatisme physique et des preuves qu'on a de certaines armes ou certains outils que les organismes, que nos ancêtres utilisaient à ce moment-là, puis on peut dire, regarde, ça match, donc ça suggère que ça, c'est une blessure faite avec tel genre d'outils, et ainsi de suite. Okay? Et donc, des traumatismes physiques comme ça peuvent être considérés comme une sorte d'enregistrement fossilisé du comportement d'agressivité. Hein? Comme par exemple, on a remarqué que statistiquement, lorsqu'on trouve des crânes avec des traumatismes comme ça, sont souvent à la gauche. Sont souvent au niveau de l'hémisphère gauche, la partie gauche du cerveau. Ce qui suggère quoi? Ce qui suggère qu'en majorité, nos ancêtres, même il y a des milliers d'années, voire des millions d'années, étaient droitiers. Hein? Et parce que généralement, c'est des blessures, ça se ferait de face à face. Vous faites face à votre ennemi. Tu sais. Et donc, ça nous dit quelque chose d'intéressant quand même sur un certain aspect de leur être, qui est plus du terme du domaine du comportement. Utiliser la dominance de la main droite. Okay? Évidemment, ça nous en dit très peu, mais c'est faux que les comportements ne se fossilisent pas. Il y a certaines traces physiques qui peuvent nous donner des indications sur les comportements. Un autre exemple qui est un peu dégueu, mais qui dans le fond est le fun, c'est qu'en bas, ici, vous voyez un coprolithe. Et un coprolithe, c'est exactement ce que vous pensez, c'est un excrément fossilisé. Okay? C'est une selle, un caca, fossilisé.
qui peut en révéler beaucoup sur l'alimentation ancestrale. Hein? On peut aussi analyser au niveau biochimique la structure des os. On peut analyser des patrons dans l'usure des dents, sur l'émail des dents, et ainsi de suite, pour avoir une idée de les genres de choses que nos ancêtres mangeaient, les genres de choses qu'ils faisaient avec leurs dents, est-ce qu'ils les utilisaient comme outil pour déchirer certaines choses ou quelque chose comme ça. On peut quand même avoir une certaine idée du comportement ancestral. Mais ça reste beaucoup plus difficile qu'avec des structures physiques. Tu sais, quand même. Mais comme je vous ai dit tantôt, même si ça reste difficile, l'auteur lui-même, la personne d'où vient toute cette théorie-là dès le départ, Darwin, avait clairement envisagé que sa théorie de la sélection naturelle, puis n'oubliez pas, quand je dis sélection naturelle, je veux vraiment dire sélection naturelle et sexuelle, avait clairement envisagé que sa théorie de la sélection naturelle puisse s'appliquer aussi au comportement, pas juste aux structures du corps, y compris au comportement social, des comportements très compliqués comme comment on se comporte en groupe, l'un l'autre, et ainsi de suite. Ça devrait être nos comportements pour Darwin, beaucoup de nos comportements, de nos tendances, devraient être le produit de sélection naturelle, dans le sens où nos ancêtres qui avaient des tendances de tels comportements auraient eu plus la capacité de survivre et de se reproduire et auraient passé les gènes qui ont tendance, en interaction avec un environnement, à donner ces mêmes comportements-là chez leurs enfants, à la prochaine génération, et ainsi de suite. Okay? Donc, ça faisait partie de la théorie de Darwin, ça. Okay? Et Darwin se fondait sur une série d'arguments pour argumenter ça. Tout d'abord, pour lui, c'est bien beau qu'un comportement, c'est pas quelque chose comme une structure physique, mais tout comportement exige des structures physiques sous-jacentes. Un comportement, c'est pas quelque chose que Darwin aurait dit qui flotte un peu par-dessus notre corps, qui est comme détaché de notre corps. Un comportement, c'est quelque chose que notre corps physique fait. Okay? Tout comportement exige des structures physiques sous-jacentes. Si vous dites bonjour à quelqu'un, vous voyez quelqu'un dans le corridor le matin, vous faites un beau sourire, vous dites « Salut! » Mais c'est un comportement physique qui requiert des muscles. Ça requiert des muscles pour dire « Salut », pour pousser l'air hors de vos poumons. Ça requiert des structures au niveau des cordes vocales, des muscles au niveau de votre bouche. Ça requiert des muscles au niveau du sourire, que vous faites un sourire. Ça requiert un système nerveux et des muscles qui permettent de lever la main et faire une main de salutation un peu. OK? Et donc, si toutes ces choses-là, si tous ces produits physiques-là, ces muscles, ces nerfs, ces caractéristiques physiques sont le produit de l'évolution, donc ce qu'ils produisent, des comportements, doivent aussi nécessairement être d'une certaine manière le produit de l'évolution. Okay? Sinon, la logique, c'est quoi? Ben, la logique, si vous voulez y croire, mais moi je trouve pas ça très convaincant, c'est que Dieu a programmé en vous certains comportements, puis ils sont comme ça, puis voilà. Okay? La logique de l'évolution par sélection naturelle appliquée au comportement, c'est que non, vos comportements sont le produit de choses qui sont elles-mêmes le produit de l'évolution. Donc, d'une certaine manière, si on veut comprendre vos comportements, une des choses qu'on doit dire, si on voulait vraiment parfaitement comprendre le comportement, on serait obligé de dire quelque chose en termes d'évolution. Ce ne serait pas la seule chose, évidemment. Comme je vous ai dit au tout départ du cours, la cause de votre comportement, il y a plusieurs facteurs proximals à ça. Pourquoi je vous dis bonjour dans un corridor? Ben, premièrement, parce que vous êtes dans le corridor. Okay? Ça, c'est proximal. Mais si je voulais tout expliquer, il faudrait que j'ai des explications proximales, distales, culturelles, mais ultimement, il faudrait aussi que j'ai des explications évolutionnistes. Okay? Par exemple, la locomotion bipède, le fait de marcher sur deux pattes. C'est un comportement, ça. Mais ça nécessite toutes sortes de structures physiques au niveau des jambes, une multitude de muscles pour les soutenir. Ça requiert 2 jambes et non pas 6. T'sais? Tout ça, c'est le produit de l'évolution. Et tout ça permet un comportement qui est la locomotion bipède, sur 2 pattes, okay? Sur 2 jambes. Donc,
Ça, c'était le premier argument de Darwin. Pourquoi l'évolution, la sélection naturelle, devrait ultimement nous renseigner sur les comportements des gens. Et le deuxième argument, qui est très puissant, c'est que même à l'époque de Darwin, il y avait des éleveurs de chats, de chiens, d'oiseaux, de vaches, de moutons, de poules, qui faisaient des croisements pour produire certaines races avec différentes caractéristiques comportementales, en utilisant le principe de sélection, en utilisant qui va se reproduire avec qui. Ils étaient capables de produire des pigeons qui étaient meilleurs à une certaine tâche, des chiens qui étaient plus agressifs ou plus passifs. Un grand nombre de races de chiens qu'on a aujourd'hui, là, je ne sais pas quel pourcentage, mais allez voir ça sur Internet, là, vous trouverez que la vaste majorité des différentes races de chiens, puis il y en a plusieurs, là, ce ne sont pas des races qui ont évolué par elles-mêmes en nature là, à partir d'un ancêtre commun. Ce sont des races relativement récentes qui ont été créées par les êtres humains. Parce que des êtres humains, des éleveurs qui ont décidé qu'ils voulaient essayer de donner un chien, une race de chien qui est la plus gentille possible. Alors ils ont décidé de croiser tel mâle avec telle femelle, et ainsi de suite, pendant plusieurs générations. Et au bout d'un moment, ça donne des chiens qui sont super agressifs, d'autres races de chiens qui sont super intelligents, d'autres races de chiens qui sont un peu plus idiots, mais qui sont beaucoup plus passifs et l'inverse d'agressif, là, affiliatif, et ainsi de suite. Et on faisait ça dans le temps de Darwin, on faisait ça avec des pigeons. Darwin lui-même faisait de l'élevage de pigeons et faisait des croisements. On peut faire ça avec des plantes, on peut faire ça avec toutes choses. Alors, l'argument de Darwin, c'était, regarde, si l'éleveur de moutons de l'autre côté de la rue ou de l'autre côté du champ est capable lui-même, en quelques générations, de créer toute une lignée de moutons qui sont beaucoup plus affiliatifs, qui ont plus tendance moins tendance à se battre, qui sont moins agressifs. Donc, fais-moi pas croire que l'évolution ne peut pas avoir un impact sur les comportements. Qu'est-ce que l'éleveur fait? Il joue le rôle de la sélection naturelle, l'éleveur. Il décide qui se reproduit avec qui. Puis en faisant ça, il fait qu'il obtient des bébés moutons, des agneaux, qui sont beaucoup plus passifs et beaucoup moins agressifs. Ou qui préfèrent telle nourriture versus telle autre nourriture. Tu sais? Et donc, ça se faisait déjà. C'est ce qu'on appelle la sélection artificielle. Hein? Comparativement à la sélection naturelle, mais c'est la sélection artificielle. Dans la sélection artificielle, c'est l'éleveur qui décide qui se reproduit avec qui. Dans la sélection naturelle, c'est l'environnement qui décide qui se reproduit avec qui. Okay? Parce que l'environnement sélectionne ceux qui ont des variations qui sont bénéfiques, qui leur permettent de survivre, qui leur permettent de les rendre plus attirants envers le sexe qu'ils choisissent dans le cadre de la sélection sexuelle, et ainsi de suite. Donc, Darwin aurait argumenté, utilisé ces deux arguments-là pour dire, regardez bien, ma théorie, ça devrait être capable de dire des choses au niveau du comportement aussi. OK? Mais c'est ça que je vais vous faire comprendre. L'évolution, c'est pas que ça peut dire quelque chose à propos du comportement d'un individu spécifique. De vous, le mardi, à 15h, pourquoi vous avez fait telle affaire. C'est pas à ce niveau-là. OK? L'évolution peut dire quelque chose à propos du répertoire de comportement de l'Homo sapiens. Okay? L'idée, c'est qu'on a une nature humaine. Il y a quelque chose que c'est que d'être un Homo sapiens qui est différent que d'être un chimpanzé. Okay? En termes de notre répertoire de comportement, si on faisait toute une analyse de nos comportements, on se rendrait compte qu'on a un répertoire de comportement. Okay? Et l'argument de Darwin et de la psychologie évolutionniste, c'est que le répertoire de comportement de l'Homo sapiens est le produit de l'évolution. Il faut comprendre la sélection naturelle et sexuelle et ainsi de suite pour comprendre comment a évolué une espèce, Homo sapiens, qui a notre répertoire behavioral, notre répertoire de comportement. Okay? Qui inclut des choses comme le langage ou la capacité de faire des mathématiques abstraites, qui ne sont pas partie du répertoire du chimpanzé, de l'orang-outan, de la mouche à fruits, du bison,
T'sais, donc, chaque espèce a sa nature en termes de comportement. Okay? Il y a des choses que les bisons font que les mouches à fruits ne font pas. Il y a des réactions que les bisons ont à certains stimulus que les mouches à fruits n'ont pas. Et il y a des réactions que les mouches à fruits ont à certains stimulus que les bisons n'ont pas. Okay? Et c'est la même chose chez l'être humain. Une des choses que c'est d'être humain, c'est d'avoir un corps humain, mais c'est aussi de répondre au monde, aux stimuli, aux choses qui arrivent d'une certaine manière, avec différents comportements qui font partie d'un répertoire humain. Et l'idée, c'est que si on veut comprendre d'où vient ça, il faut comprendre la sélection naturelle et la sélection sexuelle. OK? Vous vous dites peut-être, oui, mais monsieur, il n'y a pas une troisième option, il n'y a pas une autre option que dans le fond, nos comportements, notre répertoire, comme vous dites, c'est culturel. C'est la culture qui nous montre. Dès qu'on est né, la culture programme en nous le répertoire de notre comportement. Okay? Et je vous dirais, peut-être, c'est pas impossible, mais tu penses qu'elle vient d'où la culture? La culture, c'est pas juste quelque chose qui est donné par Dieu, à moins que vous vouliez croire ça, puis vous êtes dans vos droits de croire ça. Moi, je trouve ça peu satisfaisant comme explication scientifique, que la culture, ça soit quelque chose de donné par Dieu. La culture, là, c'est ce que les gens font, sans même être conscients de le faire. Ça donne la culture. Et ce que les gens font, ils l'ont pas pris de la culture, parce que la culture, c'est l'ensemble de ce que les gens font. OK? Et donc, la culture elle-même, c'est des groupes de comportements. Et ces groupes de comportements-là sont le produit de forces reliées à l'évolution. Pas juste ça, mais aussi mais reliées à l'évolution et à la sélection naturelle. OK? Et en plus, ça serait plus dur de dire, OK, disons qu'on dit ça pour l'Homo sapiens, que notre répertoire comportemental est complètement le produit de la culture. D'accord, d'une culture qu'on a inventée. On a décidé inconsciemment de faire les choses qu'on fait. On a décidé d'avoir des émotions inconsciemment. On a décidé d'avoir toujours... OK, d'accord. OK, disons que je dis oui. Tu fais quoi avec les bisons? Eux aussi ont des milliers d'items dans leur comportement, dans leur répertoire comportemental. Est-ce qu'eux aussi ont une culture? Et où la littérature des bisons? Et où sont où les règles? Et où la culture? Qu'est-ce qu'on fait avec les mouches à fruits? Eux aussi ont des centaines, des milliers de comportements dans leur répertoire, de tendances. Tu es en train de dire qu'il y a une culture chez les mouches à fruits? Ça devient... C'est que cette idée que tout est le produit de la culture, ça fait très genre, entre guillemets, l'humain est spécial, puis l'humain n'est pas un animal, l'humain est quelque chose de mieux. Puis on a une culture, puis la culture nous montre comment nous comporter. C'est comme, non, on est le produit de l'évolution par sélection naturelle, et la culture qu'on a un énorme impact sur nos comportements, ça c'est sûr. Et il y a beaucoup de choses qu'on apprend par culture. Mais tu penses qu'elle vient d'où, cette culture-là? Cette culture-là est elle-même le produit de l'évolution par sélection naturelle. Okay? Et c'est ça l'argument, dans le fond. On ne peut pas... n'importe qui veut dire quelque chose de vrai à propos du comportement, à un moment va devoir parler d'évolution. On ne peut pas s'en échapper. C'est le mécanisme par lequel on existe. Et on existe de la manière dont on existe. Et c'est aussi le mécanisme, l'évolution, qui a donné naissance à la culture humaine. Okay? Et qui a un impact sur nous. Okay? Désolé, je m'emporte, là, mais je trouve ça tellement fascinant. J'espère que vous trouvez ça fascinant aussi. Si vous trouvez ça plate, je comprends. Je trouve ça dommage, parce que moi, je trouve ça tellement fascinant. Mais écoutez, chacun son truc, I guess. Ouais, c'est ça. Donc, Darwin lui-même, pour lui, c'était clair. Et dans la synthèse moderne, même si c'est pas tout le monde qui est d'accord, il y a cet argument que, regarde, l'évolution devrait pas juste s'appliquer à des structures physiques simples de premier niveau, devrait s'appliquer à des trucs plus complexes de deuxième, troisième niveau, comme les comportements d'une espèce, les tendances comportementales d'une espèce. Okay? Et même la culture d'une espèce devrait techniquement être en partie reliée à des trucs, à des forces de l'évolution au niveau de la sélection naturelle et de la sélection sexuelle.
Et il y a une science en tant que telle, je devrais dire un domaine en tant que tel de la biologie qui en même temps un peu que la synthèse moderne ou le développement de la synthèse moderne a évolué, a émergé, ok, qui a commencé à vraiment se poser des questions spécifiques sur les comportements, en se basant vraiment uniquement sur les animaux, pas, ben, c'est dur de dire ça. J'allais dire sur les animaux, pas sur les êtres humains, mais nous sommes des animaux, mais au début, ne s'est pas intéressé vraiment au comportement des Homo sapiens, de nous, mais a commencé quand même à réfléchir au niveau, OK, comment est-ce qu'on peut appliquer vraiment la théorie darwinienne pour essayer d'analyser, de comprendre, de dire quelque chose de smart à propos des comportements des animaux, okay, de plusieurs animaux. Et ce domaine-là scientifique, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est l'éthologie. Okay? L'éthologie, c'est la première discipline majeure à se former autour pas de l'étude, mais de l'étude du comportement animal d'un point de vue évolutionnel. Ça veut dire on va analyser le comportement animal chez différentes espèces avec une optique évolutionnelle. Okay? L'éthologie, entre autres, a été fondée par un bonhomme dont vous avez peut-être déjà entendu parler, Konrad Lorenz, okay, qu'on voit ici en bas avec une de ses cannes, je crois, là, en 65. Et il définit, Konrad Lorenz a défini l'éthologie comme l'étude des mécanismes proximaux et de la valeur adaptative des comportements. Okay. Regardons ce que ça veut dire. Ça veut dire l'étude des mécanismes proximaux et de la valeur adaptative des comportements. Ça veut dire que dans cette science-là, on va regarder un comportement, on va présupposer que ce comportement-là, c'est une adaptation évoluée, c'est une caractéristique qui a été formée par l'évolution pour être adaptative, okay, dans l'environnement, comme les ailes d'un oiseau permettent le vol, les comportements aussi de l'oiseau, plusieurs des comportements sont le produit de l'évolution et permettent une bonne adaptation à l'environnement. Okay? Et étant donné ça, on va regarder quels sont les mécanismes proximaux, quelles sont les choses dans la situation immédiate, dans l'ici et maintenant, qui déclenchent ce genre de programme comportemental évolué chez l'animal. OK? Comme par exemple, en fait, on va avoir un exemple. Un des premiers phénomènes documentés par les éthologues fut l'empreinte, l'imprinting en anglais. OK? Et l'imprinting est un bon exemple de ce qu'on veut dire par l'étude des mécanismes proximaux et de la valeur adaptative des comportements. Okay? L'idée, c'est que les canetons, par exemple, puis on retrouve ça chez plusieurs espèces, mais ça a été beaucoup observé chez les canards. Okay? Les canetons, là, quand ils sont petits, s'attachent au premier objet en mouvement qu'ils observent dans la vie. Et par s'attache, ce que je veux dire, c'est qu'ils se mettent à le suivre partout, à la queue leu, comme on voit un exemple ici. Okay? Ils forment, et c'est pas physique, là, ils sont pas physiquement attachés là, par une structure quelconque, c'est psychologique, c'est cognitif, ils forment une association pendant une genre de période critique de développement, okay, entre le fait de suivre et un objet particulier. Et là, habituellement, cet objet-là, c'est la mère. Okay, ce qui fait en sorte que vous voyez des mamans cannes, qui se baladent et typiquement tous les petits canetons suivent la maman. Okay, ça, c'est pas parce que les petits canetons ont réfléchi puis ils se sont dit hey, ça serait une bonne idée de suivre maman, tu sais, il y a des prédateurs, il y a des voitures, on pourrait se perdre. Ça serait smart, tu sais. C'est pas la mère qui dit OK les amis, tout le monde me suit. Okay? C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que il y a chez le caneton un genre de, on va utiliser une genre de métaphore informatique, mais il y a un genre de programme dans leur système qui est le produit de l'évolution, qui est que lorsqu'ils naissent, il y a une certaine période critique, je ne sais pas jusqu'à où, là, mais disons entre la naissance et
disons 2 semaines ou quelque chose comme ça, entre la naissance et 2 semaines, là, il y a un programme qui est actif chez eux, là, qui fait en sorte que la minute où ils voient quelque chose bouger, clac, ils vont s'attacher à ça, et uniquement à ça, et ils vont toujours s'attacher à ça et revenir à ça. Ils vont faire de l'empreinte, ils vont imprinter sur, typiquement, la maman. Et la blague un peu, et ce que Lawrence aimait bien faire, c'est que Lawrence a testé ça en disant que c'est pas nécessairement la maman canne qui leur dit quoi faire puis qui leur donne cet ordre-là, parce que Lawrence a pris des canetons naissants et il a fait en sorte que sa jambe était la première chose qu'il voyait. Et il a remarqué que par la suite, les canetons ne suivaient pas leur maman, ils suivaient les jambes de Konrad Lorenz. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un comportement, l'imprinting, qui a, il semblerait clairement une valeur adaptative. C'est quoi la valeur adaptative de l'imprinting? Ben, c'est que ça permet aux petits d'éviter les prédateurs, ça permet d'éviter de se perdre, ça permet d'avoir accès à des ressources, okay? Parce qu'on est toujours près de la maman. Et typiquement, dans la nature, ça serait la canne. Et donc, c'est quelque chose qui arrive intuitivement. Donc, il y a une valeur adaptative qui est comme préprogrammée par l'évolution dans la nature du caneton. Okay? Et quel est le mécanisme proximal qui déclenche ça? Ben, il faut que le caneton voit quelque chose. S'il voit la maman, clic, il va emprunter. S'il voit la jambe de Konrad Lorenz, clic, il va emprunter. Okay? S'il voit un autre animal, clic, il va faire de l'empreinte sur cet animal-là. Donc, pour expliquer l'imprinting, il faut comprendre, le fait que c'est le produit de l'évolution par sélection naturelle parce que c'est vraiment adaptatif. Et 2, le fait qu'il y a une composante, il y a des choses qui se passent maintenant là, au niveau proximal, dans l'immédiat, qui fait que ça se déclenche. Okay? Et l'argument qu'on va faire en psychologie évolutionniste, c'est pas juste que vos tendances, puis vos préférences, puis votre comportement est le produit de l'évolution. C'est pas juste ça, là. C'est que vous êtes venu au monde avec toutes sortes de programmes en vous qui sont le produit de l'évolution et qui attendent juste que quelque chose se passe au niveau proximal, donc dans l'ici et maintenant, qui est un mécanisme proximal. Vous voyez quelque chose, vous entendez quelque chose aujourd'hui qui, clic, déclenche tel programme qui est produit de l'évolution et fait que vous avez tendance à agir de telle manière. Okay? Ça, on va en reparler, évidemment. Mais tout ça commence en éthologie. Et, ah oui, j'avais oublié de dire ça, évidemment, mais je l'ai déjà dit, là, après l'empreinte, les canetons suivent l'objet partout où il va. Donc, l'empreinte, c'est clairement une forme. Tu sais, on pourrait dire, tu sais, quand j'avais dit que vous pourriez me dire, oui, mais monsieur, les comportements, c'est pas plutôt appris, ça, plutôt que le produit de l'évolution? Ben, cette distinction-là, elle fait pas de sens entre appris puis le produit de l'évolution. On va en reparler plus tard, mais quand on y réfléchit, ça fait aucun sens. Parce que pour apprendre, il faut des structures qui sont le produit de l'évolution. Donc, apprendre, c'est une adaptation qui a évolué. Tu sais. Donc, l'empreinte, c'est clairement une forme d'apprentissage. Il y a un apprentissage dans l'empreinte. Okay? Il y a une association qui est faite entre le caneton et la mère qui n'était pas là avant l'exposition au mouvement de la mère. Clairement, ça prenait proximalement que le caneton soit visuellement exposé au mouvement de la mère pour qu'il apprenne à connecter, à associer avec la mère. Okay? Mais cette forme d'apprentissage-là, elle est le produit de programmes préprogrammés dans la nature du caneton et ces programmes-là sont clairement le résultat de l'évolution dans la biologie du canard. Et donc, ça défait cette idée, puis on en reparlera plus tard, mais cette idée qui est fascinante de dire, mais monsieur, c'est pas possible que certains de nos comportements soient juste le produit de l'apprentissage, le produit de la culture. Comme je vous ai dit d'abord, la culture, c'est ce que les gens font. Et donc, la culture, c'est le produit de l'évolution. Deuxièmement, y a-t-il vraiment une culture du canard? Je ne sais pas. Et troisièmement, même si un comportement est le produit de l'apprentissage par culture, qu'est-ce qui a fait que le canard portait attention au mouvement de la mer? Qu'est-ce qui a fait que le canard a pris l'information visuelle du mouvement de la mer
et l'a transformé en association. Qu'est-ce qui a fait que le canard était motivé à faire ça? Tout ça, c'est des structures préprogrammées dans la nature du canard qui sont le produit de l'évolution par sélection naturelle et sexuelle. Okay? Donc, de dire que l'empreinte, c'est une forme d'apprentissage, c'est vrai, mais ça supporte l'idée aussi que c'est le produit de l'évolution par sélection naturelle. Il n'y a rien au monde, dans la vie, dans toutes les formes de vie, il n'y a absolument rien qui n'est pas, d'une certaine manière ou d'une autre, relié à l'évolution par sélection naturelle et sexuelle. Rien. Vous ne trouverez rien, ni dans les structures physiques, ni dans le comportement, rien qui n'est pas, d'une certaine manière ou d'une autre, relié à l'évolution. Parce que l'évolution, c'est la façon dont on s'est rendu ici maintenant. À moins, évidemment, que vous vouliez faire l'argument qu'il y a un Dieu, et vous êtes libre de le faire, comme je vous dis, à chacun ses croyances. Personnellement, moi, ça ne me satisfait pas scientifiquement. Mais à moins que vous voulez dire qu'il y a un Dieu qui a créé le canton comme ça, puis voilà, mais là, c'est pas le produit de l'évolution par sélection naturelle. Ça serait juste le produit de la création divine. Fair enough. Si vous voulez croire ça, allez-y. Okay? Comme je l'ai déjà dit, bien que l'empreinte mène typiquement à suivre la mer, si le premier objet qu'un canard voit est une jambe humaine, il suivra 7 personnes à la place. Donc, ça suggère que ce n'est pas nécessairement quelque chose à propos de la mer. C'est vraiment quelque chose comme, il y a dans la nature d'une canton un programme qui, entre la naissance et un certain nombre de semaines, je dis ça en passant parce que si on empêche un canton de voir du mouvement pendant un certain nombre de semaines, on arrive à un point où, lorsqu'on finalement on l'expose à quelque chose en mouvement, il ne va pas faire de l'imprinting. Donc, il y a une genre de période critique. Il faut que ça se passe entre la naissance et un certain nombre de temps. Je ne sais pas c'est quoi le nombre de temps, là, mais vous pourriez très facilement le trouver ça sur Internet. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc il y a un programme qui attend juste qu'il y ait de l'information visuelle qui soit captée par le système visuel de mouvement. Et là, ça va faire en sorte qu'il y a une association et le canton va instinctivement se mettre à suivre ce mouvement-là. Okay? Donc, le domaine de l'éthologie, qui en passant fait partie plus largement de la biologie. Hein. Les éthologues, ou les ethologists en anglais, les éthologues, je pense en français, font partie plus largement, là, sont sous la rubrique de la biologie. C'est une forme de biologie. C'est l'étude du comportement animal sous l'optique biologique de l'évolution par sélection naturelle et sexuelle. Okay? Donc, très important cette science-là, qui est différente que la psychologie évolutionniste, okay? Puis qui est différente que des choses comme la biologie cellulaire ou des trucs comme ça, mais qui fait quand même, qui a parti le bal pour analyser les comportements animaux en termes de sous l'optique de choses comme l'évolution par sélection naturelle, sélection sexuelle, l'adaptation, la valeur adaptative, et ainsi de suite. Donc, commencer à réfléchir au comportement animal de manière évolutionniste. Okay? Et donc, c'était juste une question de temps avant que quelqu'un se dise « Attendez une seconde, les êtres humains aussi sont des animaux. On est des Homo sapiens. On est juste une autre espèce d'animal, c'est tout. » Donc, techniquement, toutes les leçons de l'éthologie devraient s'appliquer à nous. Oui, nos comportements sont plus, peut-être, complexes. C'est pas nécessairement vrai. Okay? Il y a des animaux qui ont des comportements beaucoup plus complexes que nous. Mais nous, ce qu'on a, c'est plus de culture, puis plus on est plus fort au niveau de la culture, puis de l'apprentissage, puis tout ça. Donc, ça rend les choses plus complexes. Mais le fait est que, quand même, les leçons de l'éthologie devraient s'appliquer à l'être humain. Les éthologues, dans le fond, si on veut comprendre ce qu'ils voulaient faire, une façon de bien comprendre ça, c'est qu'ils étaient intéressés fondamentalement par 4 questions fondamentales. Fondamentalement, dire ça dans 2 mots dans une phrase. Connues comme les 4 pourquoi de Nicholas Tinbergen, qu'on voit ici. The Four Whys, les quatre pourquoi, les 4 questions de l'éthologie. Dans le fond, si vous étiez éthologue, ce que vous essayeriez de comprendre, c'est 4 choses. Et vous remarquerez que ces 4 questions-là, c'est pas mal des questions psychologiques, en fait.
Okay? Et c'est des questions qui sont aussi abordées par la psychologie évolutionniste. Okay? Premièrement, les influences immédiates sur le comportement, comme les causes proximales du comportement. C'est ça que ça veut dire, right? Les causes proximales du comportement. Qu'est-ce qui est arrivé dans la situation qui a fait que ce comportement-là s'est déclenché? Par exemple, le mouvement de la mer dans le cadre de l'empreinte. 2. Les influences développementales sur le comportement. Ça revient à dire quoi, ça? Souvenez-vous du premier cours, quand je vous parlais des causes plus distales. Okay? Pas immédiates, mais distales. Donc, des choses qui sont arrivées dans le développement, pendant la vie du canard, qui provoquent des changements, qui font en sorte que maintenant, ici et maintenant, il va se comporter d'une certaine manière. Okay? La fonction du comportement ou le but adaptatif qu'il remplit, okay? Comme l'empreinte, ça semble donner comme fonction de garder le bébé canard proche de la mère, ce qui l'aiderait à survivre et plus tard à se reproduire. Ce qui fait du sens qu'il passerait ça à cette tendance à ces petits-là qui auraient tendance à faire la même chose. Et ceux qui n'avaient pas cette tendance-là auraient moins tendance à se reproduire plus tard et à passer cette absence de tendance-là. Et donc, au bout d'un moment, après quelques générations, tous les petits de la génération auraient pas mal toutes, ça serait tous des descendants des ancêtres qui avaient cette tendance-là. C'est ça que j'essaie de dire. Et donc, ça, c'est complètement évolutionniste. Là. Et 4, l'évolution ou les origines phylogénétiques du comportement. Okay? En d'autres mots, quelle séquence d'événements dans l'évolution au cours des millénaires aurait conduit à l'origine d'un mécanisme d'impression chez le canard? Qu'est-ce qui fait que le canard d'aujourd'hui a, dans sa nature, un mécanisme qui fait en sorte qu'il fait de l'impression? Il n'a pas décidé, il n'a pas inventé. Peut-être que Dieu lui a donné, si vous voulez croire ça. Mais, ultimement, ça doit être le produit de l'évolution. Okay? Donc, ça, c'est les 4 pourquoi. Et c'est des questions qu'on peut poser à propos des comportements des gens. Et donc, c'est pour ça que c'est des questions psychologiques, d'une certaine manière. Et c'est des questions qu'on va traiter pendant toute la session. Okay? C'est quoi les causes? OK, et moi, j'aime bien le prendre par à l'envers. OK? Premièrement, c'est quoi les origines évolutionnistes de certains des programmes que vous avez en vous, programmes comportementaux? 2, c'est quoi, pourquoi ces programmes-là ont évolué? Ils ont évolué parce qu'ils permettaient la survie, la reproduction meilleure, une meilleure valeur reproductive de ceux qui l'avaient. 3, comment est-ce que ces programmes-là se développent avec le développement de l'enfant et ainsi de suite. Et 4, à quoi ils sont sensibles? À quelles choses dans l'environnement immédiat ils sont sensibles pour se déclencher et donner lieu à des comportements? C'est ça la psychologie évolutionniste. Okay? Et c'était ça, les 4 questions de Tinbergen en éthologie. Les éthologues avaient aussi une façon de répertorier le comportement. Ils ont inventé toute une série de concepts qu'on pourrait appliquer à l'être humain, en fait qu'on applique en psychologie évolutionniste, mais sous différents mots, avec différents concepts, qu'on a changé un petit peu, surtout pour faire référence au fait que chez les êtres humains, le comportement est beaucoup plus flexible que chez plusieurs autres animaux. Ça, c'est une des choses en passant qui fait une grande différence entre les Homo sapiens et d'autres formes d'espèces. C'est la flexibilité de notre comportement est explosive comparativement à d'autres espèces. Regardez, il y a beaucoup de flexibilité chez un canard, là, par exemple, mais il y a encore plus de flexibilité chez l'être humain. Okay? Et il y a beaucoup plus de sensibilité à l'apprentissage chez l'être humain. L'être humain est beaucoup plus capable de changer, d'être flexible avec ses comportements selon des choses qu'il a appris. Okay? Comparativement à d'autres espèces où les comportements sont beaucoup plus rigides, sont beaucoup plus fixes. Maintenant, peut-être vous allez dire « Ah, monsieur, vous êtes en train de vous contredire, donc l'apprentissage, c'est important. » Évidemment que l'apprentissage est important. Mais l'apprentissage requiert des structures évolutionnistes pour apprendre. Comme je vous ai dit tantôt, on reviendra là-dessus. Mais les éthologues ont développé un inventaire de concepts pour décrire ce qu'ils croyaient être les propriétés innées des animaux en termes de comportement.
Et on va pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais un des exemples, c'est que un des concepts importants, c'était celui du schème d'action spécifique. En anglais, c'est Fixed Action Patterns, si vous avez déjà entendu parler de ça. Le SAS, le schème d'action spécifique. Le schème d'action spécifique, c'est ils remarquaient que les animaux, plusieurs animaux, avaient des séquences comportementales stéréotypées. Ils faisaient des comportements qui étaient tout le temps les mêmes, selon une séquence qui était tout le temps la même, stéréotypée. Okay? Lorsque c'était déclenché par un stimulus bien défini, comme par exemple, si la canne était approchée par tel genre de prédateur, elle avait tendance à toujours faire ce même genre de comportement-là, une genre de séquence comportementale. Si elle pondait des œufs, elle avait tendance à interagir avec les œufs, manipuler les œufs d'une certaine manière, qui était vraiment stéréotypée. Okay? Donc, ça prenait quelque chose de proximal, puis là, ça déclenchait chez la canne, par exemple, chez tel autre animal, des patrons de comportement vraiment stéréotypés qu'on pouvait dire, elle est en train de faire le pattern A. Là, elle est en train de faire le pattern B parce que telle chose est arrivée. On pouvait vraiment répertorier ces schèmes d'action spécifiques. Et une fois qu'un schème d'action spécifique est déclenché, les éthologues ont remarqué que l'animal l'exécute jusqu'au bout. C'est comme quelque chose de tout ou rien. Là. La minute où c'est déclenché, ça va s'exécuter jusqu'au bout. Okay? Par exemple, montrer à certains canards mâles un modèle en plastique d'un canard femelle, et ça va déclencher chez lui un comportement de parade nuptiale, un genre de danse. Pensez aux danses des oiseaux. Là. Si vous allez sur l'Internet et vous tapez danse oiseau reproduction ou courting dance ou quelque chose comme ça sur YouTube, vous allez voir des oiseaux répéter différentes espèces, répéter différentes formes de danse de manière automatique, de manière complètement stéréotypée, tout le temps de la même chose. Okay? Les éthologues ont remarqué des trucs comme ça. Ce qui leur a permis de, dans le fond, diviser le flot continu de comportement d'une espèce au cours d'une heure, par exemple. Une espèce fait plein de comportements, il se comporte. Un animal se comporte au cours d'une heure. Et ce que les éthologues pouvaient faire, c'est qu'ils pouvaient diviser cette heure-là en termes de quel SAS il avait produit. Ils pouvaient analyser le comportement en unités discrètes. Okay? Parce que chez les animaux, le comportement est très... Il y a quand même de la flexibilité. Okay? Mais il y a des patterns qui reviennent tout le temps. Et vous pourriez vous dire, mais ça c'est une différence avec les êtres humains, nous autres on est beaucoup plus... on est beaucoup moins difficile à prévoir, beaucoup plus difficile à prévoir, on est plus complexe. Oui, absolument, mais si vous pensez qu'il n'y a pas de pattern à vos comportements, détrompez-vous. Okay? Preuve à l'appui, si je fais rentrer un ours dans une salle de classe, tout le monde part en courant. Il n'y a personne qui se met à danser ou à réciter de la poésie du 15e siècle en France. Il n'y a personne qui se met à sourire et faire okay? Tout le monde part en courant. Okay? Si je vous insulte, vous allez tous vous fâcher. Si vous êtes en relation avec une personne, une relation intime, amoureuse, avec un ou une partenaire, et que vous voyez votre partenaire vous voyez des signes que votre partenaire entre dans une autre relation intime amoureuse avec quelqu'un d'autre, vous allez pas mal tous réagir avec jalousie. Oui, il peut y avoir différentes façons dont votre jalousie s'exprime, mais il n'y a personne qui va réagir de ça en se tenant sur la tête et en essayant de tourner sur soi-même. Okay? Donc, une grande partie de la nature et des comportements humains sont des schèmes d'action spécifiques. C'est juste qu'ils sont plus flexibles parce que l'être humain semble avoir évolué d'une manière qu'il est particulièrement sensible à l'environnement et à toutes sortes de choses qui se passent dans son environnement et donc il devient plus flexible. Mais il reste quand même que cette flexibilité-là, elle est alentour de schèmes d'action spécifiques qui sont le produit de l'évolution par sélection naturelle. Okay? Quand on est triste, quand quelqu'un qu'on aime, quand on perd quelqu'un qu'on aime, il y a des très bonnes chances qu'on va pleurer. Il y a peu de chances qu'on va cracher sur sa grosse orteil et ensuite se frotter le gros orteil contre un arbre.
Personne ne va faire ça. Okay? Donc, c'est pas si aléatoire que ça, le comportement humain. Il y a des chaînes d'actions spécifiques qui reviennent. Et ça, cette idée-là, ça émerge de l'éthologie, du mouvement éthologique. Pour conclure avec l'éthologie, donc, il faut le voir comme un peu le précurseur de la psychologie évolutionniste. Puis ça existe encore en passant, l'éthologie. Mais donc, à ses débuts, c'était vraiment c'est ce qui a permis cette idée de dire, ben, techniquement, on pourrait avoir une psychologie pour essayer de comprendre les comportements des gens, puis leurs pensées, puis la façon dont ils traitent l'information, puis leurs émotions, de manière cognitive, de manière évolutionniste, en posant ces 4 questions. L'éthologie, dans le fond, ce qu'elle a fait, c'est d'orienter beaucoup les biologistes vers l'importance des adaptations comportementales. Que des adaptations, c'est pas juste des trucs physiques, c'est pas juste avoir des cornes d'une certaine taille, c'est pas juste avoir des plumes d'une certaine densité. C'est aussi des types de comportements. Les comportements aussi, ce sont des adaptations, des caractéristiques de l'organisme qui sont le produit de l'évolution. Okay? Et on retrouve des balbutiements, des débuts justement, de psychologie évolutionniste dans les premiers écrits de Lorenz, par exemple, qui est un grand éthologue. J'ai traduit ici un extrait, probablement écrit en allemand au départ, mais aussi en anglais, j'imagine. Lorenz qui nous dit, et ça c'est en 1940, donc bien avant l'émergence de l'évolution, de la psychologie évolutionniste, okay, qui nous dit: nos catégories cognitives et perceptuelles qui nous ont été données avant l'expérience individuelle sont adaptées à l'environnement pour les mêmes raisons que le sabot du cheval est adapté pour les plaines avant la naissance du cheval et que l'aileron d'un poisson est adapté pour l'eau avant que le poisson n'éclose de son œuf. Okay, donc ce qu'il nous dit, Lorenz, ici, c'est qu'on vient au monde, les êtres humains, on vient au monde avec des structures préformées dans notre nature, des tendances à traiter l'information d'une certaine manière, des tendances à percevoir les choses d'une certaine manière, des tendances à être plus intéressé à percevoir certaines choses que d'autres choses. On vient au monde avec ça, c'est pas appris. Okay? Et ça, c'est le produit de l'évolution. Okay? Donc, on a là des balbutiements de psychologie évolutionniste. Ce qu'il faut rajouter à ça, c'est que l'être humain est quand même extrêmement sensible à l'apprentissage. Donc, il y a plus de flexibilité, mais que cet apprentissage-là, cette capacité d'apprendre, et aussi ce désir, le fait qu'il y a certaines choses que l'on souhaite apprendre et des choses qu'on ne souhaite pas apprendre, et qu'il y a certaines choses qui sont plus intéressantes à apprendre que d'autres, et qu'il y a certaines choses qui sont plus faciles à apprendre que d'autres, ça, c'est aussi le produit de l'évolution par sélection naturelle. Et c'est ça, dans le fond, la psychologie évolutionniste. Okay? Et c'est ça qu'on va voir tout au long de la session. Donc, l'éthologie, dans le fond, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a forcé les psychologues à reconsidérer le rôle de la biologie dans l'étude du comportement humain. Elle a dit aux biologistes, yo, il n'y a pas juste les structures physiques, il y a aussi le comportement qu'on doit expliquer en biologie. Puis elle a dit aux psychologues, yo, il n'y a pas juste l'apprentissage puis la culture, comme si ça existait en soi-même sans la biologie. Il y a aussi la biologie que vous devez tenir en compte dans l'explication de vos comportements. Et il y a l'évolution aussi. Donc l'éthologie, c'est un peu le domaine qui a rassemblé la bio et la psycho ensemble. Okay? Et c'est dans ce sens-là le précurseur de la psychologie évolutionniste. Et l'éthologie a émergé dans cette fameuse synthèse moderne, là, cette fameuse renaissance de la psychologie, de la théorie darwinienne, où est-ce qu'on l'a amélioré en comprenant mieux la génétique et ainsi de suite. Okay? Je vous laisse là-dessus. Ciao.